Le paradoxe de la solitude. C'est un sujet qui touche de plus en plus de monde et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est une question que, je pense, tout le monde s'est déjà posée. Ce sentiment vraiment étrange, ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. La différence, parfois énorme, entre être seul et se sentir seul. Et pour nous guider là-dedans, on va s'appuyer sur une source super solide, le rapport Solitude 2022 de la Fondation de France. C'est une étude vraiment complète et elle va nous aider à y voir plus clair. Alors, on y va? Bon, première chose, et c'est vraiment la base de tout, il faut qu'on mette les choses au clair. Il y a deux termes qu'on a tendance à mélanger, alors qu'en fait, ils décrivent des réalités complètement différentes. Voilà, le rapport insiste beaucoup là-dessus. D'un côté, il y a la solitude. Ça, c'est un sentiment, c'est subjectif, ça vient de l'intérieur. Typiquement, on peut être entouré de plein de monde à une soirée et pourtant se sentir terriblement seul. Et de l'autre côté, il y a l'isolement. Là, c'est du concret, c'est factuel. C'est une mesure objective du nombre de contacts qu'on a ou qu'on n'a pas. Ok, mais alors comment on fait pour mesurer ça? Comment les scientifiques arrivent à transformer quelque chose d'aussi humain que l'isolement en chiffres, en données qu'on peut analyser? La question est bonne, évidemment. Eh bien, pour y arriver, pour objectiver tout ça, il faut un outil. Et justement, les sociologues en ont développé un qui est assez malin. Et cet outil, c'est l'indicateur d'isolement relationnel. Le principe est assez simple en fait. On ne va pas demander aux gens comment ils se sentent, on va regarder ce qu'ils font, concrètement. Qui est-ce qu'ils voient? Combien de fois? Et le point clé, c'est que ça ne compte que les contacts physiques, en face à face. Plus précisément, l'indicateur va scanner 5 grands réseaux de la vie sociale. La famille, bien sûr, les amis, les collègues de boulot, les voisins et tout ce qui est vie associative. Et la définition est stricte. On est considéré comme objectivement isolé quand on a quasiment 0 contact physique avec les personnes de ces 5 réseaux. Et c'est là que ça devient super intéressant parce qu'on voit un lien très clair. Chez les gens qui ont au moins 2 de ces réseaux bien actifs, seulement 17% disent se sentir seuls. Mais chez les personnes qui sont objectivement isolées, ce chiffre grimpe à 27%. On voit bien que l'isolement, le fait objectif, nourrit directement le sentiment de solitude. Mais attention, le lien n'est pas mécanique non plus. On l'a vu, même parmi les personnes qu'on pourrait croire très entourées, il y a quand même 17% qui se sentent seuls. Donc oui, l'isolement est un gros facteur de risque, c'est sûr, mais avoir plein de contacts, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas un vaccin contre la solitude. Allez, on continue avec les résultats qui, franchement, bousculent un peu les idées reçues. On va casser quelques mythes bien ancrés sur qui est touché par la solitude. Parce que si on demande d'imaginer la solitude, l'image qui vient quasi systématiquement, c'est celle de la personne âgée, seule chez elle. C'est un cliché tenace, mais est-ce que c'est ça la réalité du terrain? Eh bien, les chiffres disent pas vraiment non. Le portrait robot est même carrément à l'opposé de ce qu'on imagine. Les populations qui souffrent le plus de solitude, ce sont, en fait, les jeunes adultes entre 25 et 39 ans, les gens avec des revenus intermédiaires et ceux qui vivent dans les très grandes villes. C'est le fameux et terrible paradoxe de la solitude dans la foule. D'ailleurs, le rapport le dit noir sur blanc, c'est une citation, la solitude s'exprime davantage chez les jeunes adultes et dans des zones où la densité de population sont paradoxalement plus importantes. C'est fou, non? C'est là où il y a le plus de monde que le sentiment d'être seul peut être le plus fort. Alors, cet isolement, ce n'est pas juste une histoire personnelle individuelle. Parfois, il y a des événements extérieurs, des chocs collectifs qui viennent tout chambouler à grande échelle. Et l'exemple le plus récent et le plus marquant, évidemment, c'est la crise du Covid. L'effet sur nos vies sociales, ça a été un vrai tremblement de terre. Les chiffres sont juste spectaculaires. Regardez ça, 24%. Au plus fort de la crise, en janvier 2021, c'est le pourcentage de la population française qui était objectivement isolée. Ça veut dire presque 1 personne sur 4. Le chiffre a plus que doublé en 1 an. C'est juste énorme. Mais le plus fou, c'est peut-être ce qui s'est passé après. Parce que 1 an plus tard à peine, en janvier 2022, ce taux était retombé à 11%. C'est même plus bas qu'avant la crise. C'est comme si collectivement, on avait eu un besoin vital de se retrouver. Un vrai effet de rattrapage. Mais bon, au-delà de ces chocs un peu exceptionnels, comme une pandémie, il y a des facteurs de fond, des choses qui pèsent sur le long terme. Et l'un des plus lourds, c'est clairement la précarité économique. Là, les chiffres sont sans appel. En 2022, chez les personnes qui ont de faibles revenus, le taux d'isolement était de 15%. Chez les plus riches, il n'était que de 8%. C'est quasiment le double. Ça montre bien que la précarité, ça n'isole pas que financièrement, ça isole aussi socialement. Et pour finir, il faut qu'on aille un peu au-delà de tous ces chiffres. Parce que les pourcentages, c'est une chose, ça nous aide à comprendre, mais ça ne dit pas tout de la nature de nos relations.
Et c'est peut-être la leçon la plus importante de ce rapport. Au final, c'est la qualité qui compte, bien plus que la quantité. On peut avoir des centaines de contacts et se sentir profondément seul, alors que parfois, une ou deux relations vraiment fortes, ça suffit pour se sentir solidement ancré. Et cette idée de complexité, on la voit même dans le design du rapport. Ces formes qui s'entremêlent, qui se rapprochent, qui s'écartent. C'est une belle métaphore de nos vies sociales, non? Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est un jeu permanent de proximité et de distance. Ce qui nous amène à la question de fond, finalement. Dans notre monde obsédé par la quantité, par le nombre de followers, de likes, la vraie question n'est-elle pas de savoir s'il faut arrêter de compter ses relations pour plutôt faire en sorte que ces relations comptent vraiment? Voilà, je crois que c'est une bonne question pour terminer.